Un couple, c'est une relation entre deux adultes matures et rationnels. Vrai ou faux? Alors, restez avec moi, vous aurez la réponse dans un instant. Alors, voici maintenant trois clés que je transmets le plus souvent à mes couples en thérapie pour réactiver l'attachement et sortir de l'escalade et se retrouver vraiment. Prêt à les découvrir? C'est parti. Regardez ce couple. Ils s'aiment, ils se sont choisis, ils ont des projets, des rêves, une histoire commune. Lui, elle a laissé tomber des opportunités professionnelles pour elle. Elle s'est éloignée de sa famille, à qui elle était très attachée pour vivre avec lui. Ils étaient alliés, meilleurs amis, se confiaient tout, ils s'admiraient. Et pourtant, aujourd'hui, c'est à peine s'ils se disent bonjour. Et dès qu'ils abordent un sujet un peu épineux, eh bien, ça ne dure pas 5 minutes avant que ça n'explose. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui s'en fout de moi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'en demandes toujours trop. Tu ne comprends rien, t'es à côté de la plaque. Tu vois, t'es folle, c'est impossible de te parler. Et ainsi de suite. Ça continue encore et encore et encore. Un vrai dialogue de sourds. Vous imaginez la douleur, l'épuisement, la solitude de chacun. Alors, est-ce que ça ressemble toujours pour vous à une relation entre deux adultes matures et rationnels? Pas vraiment. Eh bien, parce que même si on aimerait bien que ce soit ça dans le couple, en réalité, ça ne l'est pas. La réalité est bien plus complexe. Dans notre cerveau, il y a plusieurs circuits. Il y a le circuit rationnel, logique, réfléchi, c'est le cortex préfrontal, celui qui permet une pensée analytique, claire, du recul, mettre du sens, de l'analyse. Mais il y a aussi un autre circuit, beaucoup plus rapide, silencieux et beaucoup plus puissant. C'est la neuroception, le système limbique. Ça va court-circuiter votre rationalité, voire même l'éteindre. C'est ce que vous percevez inconsciemment, sans même vous en rendre compte. Et là, eh bien, c'est tout votre système nerveux autonome qui s'active en mode alerte, menace et danger. Et dans ces moments-là, ce n'est plus votre partenaire que vous voyez en face de vous. Non, vous voyez plutôt un ennemi. Et face à un ennemi, bah, il n'y a que trois options possibles. Soit vous l'attaquez, soit vous fuyez, soit vous faites le mort. Et ça n'a rien de rationnel. C'est la raison pour laquelle tant de disputes tournent mal malgré toute la bonne volonté du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers puissants pour désactiver ce mode survie et réactiver votre lien d'attachement de couple. La première clé, c'est stopper l'escalade. Reconnaître quand on est submergé. Avant même d'essayer de mieux communiquer, il faut reconnaître quand il n'est plus possible de communiquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de submersion émotionnelle. C'est ce moment où votre cœur s'emballe, plus de 100 battements par minute, la colère monte, votre gorge se serre, vous avez envie soit de crier, de fuir, au contraire, vous êtes figé, complètement paralysé. À partir de là, votre cerveau passe en mode survie. Il se déconnecte de la réflexion, de l'écoute et même de l'empathie. Oui, oui. Ce n'est plus du coup votre partenaire que vous voyez dans ces moments de dispute, mais c'est un tigre, un requin, un grizzly ou encore un dragon prêt à cracher du feu. Donc vous pouvez soit le fuir, soit le détruire, et donc le dialogue devient impossible. Pas parce que vous êtes nul en communication, pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est vous, mais parce que votre système nerveux autonome a pris le contrôle. Et c'est comme une machine qui se bloque. Il a besoin d'un vrai temps de sécurité pour pouvoir se déverrouiller. Alors, la première chose à faire, c'est de vous en rendre compte consciemment, de vous le dire, et si possible même de le nommer. L'objectif de cette première clé, c'est de désamorcer cette réaction de stress et de réactiver un sentiment de sécurité entre vous pour passer d'un mode verrouillé à un mode déverrouillé. Alors, voici quelques gestes tout simples qui aident dans ces moments-là. Ça peut être tout simplement regarder votre partenaire avec compassion, sans parler, juste respirer ensemble, se rappeler qu'on est ensemble l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. C'est poser une main sur soi et peut-être sur son partenaire si c'est possible. C'est demander doucement de quoi aurais-tu besoin là maintenant pour te sentir un peu plus apaisé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et tout ça, c'est pas une fuite, c'est un acte de soin mutuel. Parce qu'on a besoin d'un espace de régulation avant de pouvoir retrouver son calme et pouvoir se reparler. Une communication efficace, vraiment s'écouter, ça commence là. Ça commence par reconnaître cet état de submersion et savoir quoi faire pour s'apaiser. La deuxième clé, c'est reformuler et valider jusqu'à satisfaction de votre partenaire. Alors cette clé-là, elle n'est possible que si vous êtes revenu à un minimum de calme.
Pas en pleine crise, pas quand vous êtes submergé, mais une fois que l'émotion est redescendue et que chacun a pu retrouver un peu de stabilité intérieure. Une fois que c'est fait, il y a une image que je vous propose. Imaginez qu'il y a au moins deux parts en vous. Une part adolescente qui s'agace, qui veut avoir raison, qui proteste, qui est là, oui, mais toi aussi, t'as fait, etc. Et il y a une autre part qui est plus sage. Alors cette part-là, qui est plus calme, plus posée, plus curieuse, qui ne cherche pas à gagner, mais qui cherche à comprendre, qui cherche pas à imposer, ni à contrôler, mais qui cherche à relier, cette part-là, on va l'appeler votre sage intérieur. Donc, quand vous reprenez la discussion, posez-vous cette question. Est-ce que c'est mon adolescent qui parle ou est-ce que c'est mon sage intérieur? Et si je laissais donc la parole à cette sagesse en moi de s'exprimer, qu'est-ce qu'elle ferait différemment? En faisant participer cette part de sagesse, je vous conseille à ce moment-là de reprendre la discussion en vous posant la question avec curiosité. Si on essayait maintenant de comprendre ce qui s'est passé pour chacun de nous, l'objectif, ce n'est surtout pas de relancer le conflit, mais c'est de revenir ensemble avec calme sur ce qui s'est joué, sans retomber dans la tension. Un peu comme reconstituer la scène du crime, mais sans blesser qui que ce soit cette fois. Vous voyez? Et ce qu'on cherche ici, c'est une curiosité bienveillante. Donc pas de verdict, pas de gagnant, juste deux vécus différents qui sont tous les deux légitimes. Parce que oui, vous avez chacun de bonnes raisons d'avoir réagi comme vous l'avez fait. Et c'est en reconnaissant ça que le lien peut vraiment commencer à se réparer. Et c'est pas de le corriger par rapport à ce qu'il a dit ou ressenti, mais c'est d'écouter son film intérieur, sa perception, sa réalité vécue, puis de reformuler ce que vous avez entendu et de valider ce que cela a représenté pour lui et pour elle. Même si vous ne partagez pas le point de vue à 100%, vous pourriez dire par exemple, et sincèrement, ben oui, c'est vrai, ça fait sens. Maintenant que tu dis ça, je peux comprendre que quand j'ai regardé mon téléphone pendant que tu parlais, tu as pu penser que ce que tu disais ne m'intéressait pas et que tu as pu le vivre comme un rejet. Le partenaire qui entend ça va se sentir soulagé, apaisé et ça peut marquer un tournant dans la conversation. Donc ce qu'on cherche ici, ce n'est pas un oui oui, j'ai bien compris ou une reformulation à contre-cœur, c'est ce petit moment de soulagement où l'autre peut enfin se dire ah bah oui, là je me sens vraiment comprise, il s'est passé quelque chose. Alors n'oubliez pas, si la tension remonte, alors stoppez tout. Dites quelque chose du style attends, je sens que là on repart dans le conflit. Viens, on va faire une petite pause et on va en reparler quand on sera tous les deux un peu plus apaisés. Ou alors parlez-en dans le cadre d'une thérapie avec un thérapeute qui va pouvoir vous cadrer et vous guider. Parce que la compréhension ne pousse pas sous la pression. Elle a besoin d'espace, de sécurité et d'un peu de ce sage intérieur dont on a parlé juste à l'instant. Et cette étape-là, validée profondément, sans précipitation ni stratégie, ça peut tout changer dans la manière dont vous arrivez à vous retrouver. Et la troisième clé, c'est se laisser influencer pour grandir ensemble. Cette troisième clé, elle demande un vrai shift intérieur, parce que ce n'est pas juste comprendre son partenaire, c'est accepter d'être influencé par son partenaire. C'est laisser ce lien, cette relation vous transformer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce qu'un couple, ce n'est pas juste deux réalités qui cohabitent, c'est une aventure à deux, un terrain de croissance où on se frotte, on s'entrechoque, on grandit, on se transforme en contact l'un de l'autre. Et c'est un peu comme une réaction chimique. Et donc, la question à se poser ici, c'est en quoi je peux te rejoindre, toi, mon partenaire, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Pas forcément parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, non, non, mais parce que à travers ta réaction, il y a peut-être quelque chose que moi je n'avais pas vu. Il y a peut-être un apprentissage possible, un espace en moi qui peut évoluer, s'assouplir, s'ouvrir, grandir un peu plus. Donc en thérapie, on parle de flexibilité relationnelle. C'est la capacité à dire je vois les choses différemment, mais ce que tu dis me touche et je suis prête à en prendre compte. Alors c'est pas de la soumission, c'est un choix actif. C'est dire je cède un peu, non pas pour perdre, mais pour que nous puissions gagner. Je suis prêt à essayer ça ou ça, à céder cette fois, par exemple sur la destination de vacances, parce que je sais qu'en cédant sur ce point-là cette fois-ci, nous allons gagner en proximité sur du long terme. Pourquoi c'est si précieux? Parce que
Quand votre partenaire sent qu'il a de l'impact sur vous, qu'il ou elle peut vous toucher, qui compte pour vous, alors il va aussi se laisser toucher. La relation va redevenir un espace vivant, un lieu de transformation réciproque, un endroit où vous évoluez ensemble sans devoir vous battre à chaque détour. C'est ça le vrai pouvoir de l'amour. Pas l'un contre l'autre, mais chacun en mouvement au service du lien. Alors maintenant, il y a des situations où la problématique est au-delà de la communication. Vous vous dites: «Ben oui, on a tout dit, on a essayé encore et encore, mais ça change absolument rien». Parce que oui, parfois, le vrai problème n'est pas dans les mots. Il est dans ce qu'il y a en dessous des mots, les blessures, les attentes, les peurs, les conflits passés, la confiance brisée. Et pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire quand communiquer ne suffit plus, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est par ici.